Donc, on est très fiers de pouvoir compter avec eux pour ce genre de présentation aujourd'hui et qui surtout vont vous exposer ce soir les différents services, les différentes modalités d'accompagnement qu'Héritage Montréal peut mettre à votre disposition pour vous encourager, vous accompagner dans la préservation de bâtiments menacés ou de sites qui méritent un petit peu d'intérêt. Je ne sais pas qui de vous trois commence, Amélie Taïka ou Mathieu, quel est l'ordre de parole? On va laisser Mathieu leader la soirée. Oui, Mathieu. c'est moi qui commence. Alors, je vais tout d'abord vous partager mon écran. Alors, voilà, ça ne devrait pas être très long. Donc, la présentation, vous la voyez bien? Oui, tout est Oui. bon. Oui, super, excellent. Donc, bonsoir à tous et à toutes. Merci de nous accueillir. Merci d'être présents aussi ce soir à cette présentation, comme le disait Jean, des différents services d'Héritage Montréal pour l'accompagnement et la requalification de bâtiments patrimoniaux. Ce soir, en fait, on vous présente deux outils bien précis. Tout d'abord, la plateforme Memento, qui existe en fait depuis 2015, mais sous un autre vocable. À l'époque, elle était connue comme étant la plateforme HMTL. Et aujourd'hui, la plateforme HMTL est devenue Memento, la version 2.0, plateforme qui a été lancée en septembre 2020. Donc, on veut vous représenter l'outil si vous n'étiez pas au courant de son existence et ses différentes fonctionnalités. Et le deuxième outil, en fait, c'est notre nouveau bébé, le SAM, en fait, notre service d'accompagnement et de mobilisation, qui est en fait un projet pilote sur 3 ans qu'on a débuté en 2021. Donc, 22, 23, 24, les années d'application du SAM. On va vous présenter un peu qu'est-ce que ça mange en hiver, de quoi il en retourne et quels sont les différents outils et services qu'on vous propose par le biais du SAM. Tout d'abord, en guise d'introduction, Héritage Montréal, vous devez connaître un peu les objectifs et les missions de l'organisme. Donc, tout d'abord, fondé en 1975, Héritage Montréal a été créé dans la foulée des grandes opérations de rénovation urbaine des années 60 et 70 qui touchaient le Grand Montréal. Vous avez juste à droite une photo de la démolition de la maison Van Horn en 73. Donc, devant ces démolitions à grande échelle, Héritage Montréal a été constitué pour tenter de promouvoir le patrimoine architectural historique, naturel et culturel de la région métropolitaine de Montréal. Évidemment, Héritage Montréal agit beaucoup par l'éducation, la représentation et la concertation, en proposant justement, entre autres, des contenus, des visites, nos fameux architectos, que ça fait 40 ans qui sont là, les leçons sur la rénovation aussi destinées aux propriétaires pour donner les meilleurs outils possibles pour les gens qui sont consciencieux et qui veulent justement redonner toute la beauté de leur bijou patrimonial. Et enfin, Héritage Montréal est un acteur qui est apolitique, indépendant et informé. Donc, aucunement sous la tutelle de la Ville de Montréal. On est indépendant, on propose nos opinions et nos prises de position de façon indépendante. Donc, Memento, premier outil, la fameuse plateforme. En gros, la plateforme, comme je le disais tout à l'heure, a été lancée initialement en octobre 2015 dans le cadre du 40e anniversaire d'Héritage Montréal sous le vocable HMTL. C'est en fait un outil de sensibilisation et d'action citoyenne qu'on voulait mettre en ligne, qu'on voulait créer en fait pour tenter de mettre en lumière toute la richesse du patrimoine et son rôle dans la montréalité. Parce que, bon, souvent, le patrimoine, on pense par exemple aux vieilles pierres, bon, la basilique Notre-Dame, pour ne donner qu'un exemple, mais les triplex, les escaliers, le cadre très montréalais, le caractère distinctif des différents quartiers, c'est aussi un volet de patrimoine. Et on voulait présenter, en fait, par le biais de la plateforme et engager le public, à tout le moins, pour justement tenter de sauvegarder et le sensibiliser aux différents patrimoines qui étaient menacés au niveau local. Ce qui a mené, en fait, la transformation vers Memento, c'est qu'on a constaté tout d'abord qu'avec HMTL, l'action citoyenne était limitée. Donc, les gens, par le biais de la plateforme, remplissaient un formulaire, alertaient Héritage Montréal d'un bâtiment ou d'un paysage qui était menacé par différentes formes de menaces, que ce soit la pression foncière, la démolition, la vacance. Et en remplissant le formulaire et en alertant Héritage Montréal, ils se disaient « Parfait, ma job est faite. Héritage Montréal est informé et prendra action pour tenter
tenter de le sauver. Mais chez Héritage Montréal, malheureusement, on n'est pas 25, on est 8. Donc, de tenter de sauver tous les bâtiments alertés, ça devenait mission impossible. Donc, on a réalisé que là, il y avait vraiment un problème, il y avait un nœud qu'il fallait tenter de résoudre. On voulait aussi élargir nos publics parce qu'Héritage Montréal, à la base, le public cible, le public traditionnel, c'est en fait la ville de Montréal et les communautés de l'agglomération. Donc, on voulait élargir à l'ensemble du bassin de la CMM, les 82 municipalités, mais aussi parler aux élus, aux fonctionnaires, aux néophytes, aux sociétés d'histoire. Donc, sensibiliser le plus de gens possible qui touchent de près ou de loin au patrimoine pour tenter de fédérer les acteurs autour d'une cause commune. Aussi, on voulait qu'il y ait un besoin, on sentait le besoin accru de sensibilisation et d'augmenter le sentiment d'appartenance du public auprès de son patrimoine, qui constitue un peu le caractère distinctif de nos villes et nos quartiers. Puis, on voulait aussi augmenter et accélérer la mobilisation et l'engagement citoyen. Tout ça a mené à Memento, qui est encore aujourd'hui un outil de sensibilisation, d'information et de veille sur les enjeux actuels du patrimoine. C'est un outil qu'on veut fédérateur et collaboratif, qui est alimenté à la fois par les citoyens, comme c'était dès le départ, mais aussi un réseau de partenaires dont les sociétés d'histoire font partie et Héritage Montréal, bien évidemment. Ça permet aussi d'accroître et d'accompagner la participation citoyenne dans une logique qui part justement de la base des citoyens, parce que les citoyens, on le redit constamment, on voit au chapitre, sont partie prenante dans toutes les actions qui touchent de près ou de loin à la sauvegarde et la requalification patrimoniale. Donc, on veut en faire l'outil de référence en patrimoine dans la région métropolitaine qui rassemble tous les outils, toutes les informations et toutes les informations pertinentes qui touchent au patrimoine, à l'urbanisme, à l'architecture pour en faire vraiment le creuset, le point d'entrée pour tous les citoyens de la région de Montréal. Établir aussi des partenariats pour enrichir le contenu et accroître la diffusion, c'est un peu un des objectifs de la rencontre de ce soir pour vous présenter l'outil, mais aussi faire de vous des collaborateurs, des partenaires de premier plan. On veut aussi rejoindre le plus vaste public au-delà du territoire traditionnel d'Héritage Montréal, comme je disais tantôt, mais aussi encourager davantage la participation et la mobilisation citoyenne. Les divers contenus qui sont sur la plateforme se résument en cinq éléments clés. Tout d'abord, les alertes citoyennes, donc ça le dit, c'est les citoyens sur le terrain, monsieur, madame, tout le monde, qui, en remplissant le formulaire sur la plateforme, permet d'aviser le public et Héritage Montréal, bien évidemment, et les autres acteurs que sont les municipalités, les sociétés d'histoire, que des bâtiments sont menacés. Donc ça, c'est pour l'ensemble du territoire de la grande région de Montréal. Il y a aussi les sites prioritaires Héritage Montréal qui sont les sites, les dossiers chauds, les dossiers clés qui sont suivis à la fois par l'équipe et les différents comités de l'organisme. Les inspirations, qui sont des cas inspirants de sauvegarde et de requalification d'immeubles patrimoniaux, qu'on pense par exemple au Théâtre Paradoxe, au Théâtre Rialto, à la Pinte de lait, au Hamilton Park. Donc, créer un peu, en fait, présenter un article, présenter une fiche sur ces cas inspirants pour tenter justement de passer le flambeau et présenter au public que oui, c'est possible de sauvegarder le patrimoine et oui, ça contribue au cadre urbain. La boîte à outils, bon, ça, je pense que ça le dit assez d'emblée. C'est vraiment le creuset de toutes les références pertinentes destinées au grand public et les actualités qui sont une espèce de veille médiatique sur les sites qui sont recensés sur la plateforme. Je vais vous présenter le petit vidéo qu'on a réalisé en 2020 dans le cadre du lancement. Et ensuite, je vais passer la parole à Taïka. Mais tout d'abord, la vidéo. Pouvez-vous imaginer une autoroute surélevée passant entre le fleuve et le Vieux-Montréal? Non? Eh bien, le projet avait été proposé à la veille des années 60. Encore aujourd'hui, le manque d'informations, la négligence et l'évolution du territoire menacent la préservation de notre patrimoine. C'est pourquoi Héritage Montréal a créé un porte-voix visant à sensibiliser, mettre en valeur et encourager la sauvegarde et la réhabilitation du patrimoine de la région métropolitaine de Montréal. Propulsée par Héritage Montréal, voici la plateforme Memento. La plateforme Memento est le nouveau répertoire des sites menacés de la grande région de Montréal. Regroupant maintenant 82 municipalités, c'est un outil collaboratif et fédérateur auquel participent les citoyens, les municipalités et les organismes locaux tels que les sociétés d'histoire et les sociétés de développement. Vous y trouverez les sites d'intérêt patrimoniaux classés en 3 catégories. D'abord, les sites prioritaires. Ces sites représentent les dossiers prioritaires suivis par l'équipe d'Héritage Montréal. À travers les fiches, découvrez l'histoire et les atouts des sites.
Ensuite, les alertes citoyennes. Le patrimoine, c'est l'affaire de tous et à titre de citoyen, vous êtes les yeux sur le terrain. C'est pourquoi la plateforme vous permet de signaler les sites vulnérables et de mobiliser d'autres citoyens. Identifiez là où les menaces, parlez-nous du site et partagez l'information. Pour vous aider à créer une mobilisation, vous trouverez sur la plateforme une boîte à outils remplie de ressources et de bonnes pratiques. Plus vous transmettrez d'informations sur le site menacé, plus vous aurez de la facilité à inspirer une action collective. Dernièrement, les inspirations. Inspirez-vous des luttes du passé pour découvrir une multitude de façons de protéger le patrimoine. De courtes vidéos vous raconteront comment le théâtre Rialto, la Pinte de lait, le quartier Milton Park et d'autres ont été sauvés de la démolition. Le patrimoine contribue grandement à l'intérêt et au charme de nos villes, et la plateforme collaborative Memento est l'outil de référence pour sa valorisation, de même que pour ses quartiers, ses noyaux villageois et son histoire collective et locale. Avec Memento, contribuez à la préservation du caractère distinctif de vos rues et de vos quartiers. Alors voilà pour la plateforme et je vais passer la parole à Taïka aussitôt que j'arrive à replacer la présentation. Et Taïka, c'est à toi. Merci, Mathieu. Donc, voilà. Mathieu nous a présenté Memento. Moi, je vais vous présenter brièvement le nouveau service d'accompagnement et de mobilisation qu'on a mis en place. C'est un projet qui date quand même de quelques années. Il y a environ 3 ans, on avait fait une étude de faisabilité pour mieux comprendre les besoins du milieu de la requalification patrimoniale à Montréal, dans la grande région métropolitaine, je dirais. Et puis, on a vraiment réfléchi aux besoins de faciliter pour aider la population à prendre place dans cette réflexion-là. Ce ne sera pas Est-ce que c'est très long, moi ou Taïka. Oui, OK. Non, ce ne sera pas très long. C'est moi qui essaie de reloader la présentation. Ça ne sera pas très long. Il y a un petit bug, évidemment. Ben des images à charger. Bon, voilà, OK. Merci, On repart. Mathieu. On C'est très repart. gentil, il n'y a pas de souci. Alors, désolée, Et voilà. on peut passer à la prochaine slide. Donc, nous, on regardait un contexte dans lequel on travaille depuis plusieurs années, que vous connaissez aussi. Là, ici, j'ai des chiffres de l'île de Montréal, mais c'est quelque chose qui est quand même assez, qui couvre plus que l'île de Montréal. Donc, il y a beaucoup de bâtiments vacants à Montréal. De ces 900-là, il y en a 120 d'intérêt patrimonial, il y en a 71 qui appartiennent à la Ville de Montréal, puis on sait que c'est une réalité qui est quand même aussi, qui représente un petit peu à une échelle différente les autres municipalités aussi de la CMM. La vacance, bien évidemment, comporte de nombreux risques, dégradation, dévaluation foncière, immobilière, incendie, vandalisme, démolition, etc. Et pourtant, les bâtiments et les ensembles historiques ont une valeur quand même exceptionnelle. Eux, ils sont beaucoup plus difficiles à réhabiliter là, une fois qu'ils sont vacants. Donc, ça a vraiment un impact sur le bâtiment en tant que tel. Ça a aussi un impact sur la vitalité des quartiers et la qualité de vie des citoyens. Et pourtant, toutes les études vont vraiment dans le sens, en fait, plusieurs études vont dans le sens que la requalification du patrimoine vacant va avoir un impact positif sur le développement durable, sur le développement urbain, le développement économique, la vitalité des quartiers, la qualité de vie et la santé des citoyens. Donc, plusieurs choses qui vraiment supportent l'idée de requalifier le patrimoine et les bâtiments qu'on a déjà. Et donc, il y a quelques années, 2 ans, un petit peu plus que 2 ans, la vérificatrice générale du Québec avait publié un rapport qui était quand même assez accablant, c'est un mot qu'on a pu utiliser pour parler de ce rapport-là, sur le patrimoine immobilier. Puis dans ce rapport-là, qui était hyper complet, on voyait, elle présentait un petit peu un écosystème des acteurs impliqués dans le milieu du patrimoine. Donc, elle parle beaucoup des paliers décisionnels, gouvernement, ministère, municipalité. La recherche au niveau des universités, des chaires de recherche,
les intervenants du milieu de la construction, architectes, ingénieurs, artisans, etc. Et nous, hein, les organismes du domaine du patrimoine, vous, les sociétés d'histoire, nous, on fait partie de cette fédération de sociétés d'histoire. Donc, voilà. Mais au milieu de tout ça, il y avait le citoyen et ce citoyen-là, la question, c'est, ben, est-il capable vraiment de porter sa responsabilité par rapport au patrimoine? On se rend compte que c'est le moins outillé. En tout cas, c'est ce que la vérificatrice générale nous dit. Donc, nous, on s'est dit, il y a vraiment un manque à gagner ici. Les citoyens ont des idées. Il y a certaines bonnes idées qui tombent dans les cracks parce que c'est compliqué. Le système est compliqué. C'est difficile de mener à bien des projets de requalification. Donc, on s'est dit, on va essayer d'aider justement cette strate-là. Nos objectifs pour ce service-là, c'est vraiment de rassembler les gens, de les accompagner et de les outiller sur le long terme pour, d'une certaine manière, les autonomiser. Donc, quand je parle de rassembler les citoyens, bien évidemment, mais aussi les organismes autour de projets qui vont être porteurs. Memento sert un peu de point d'ancrage, mais on utilise aussi d'autres types de relations. L'idée, c'est vraiment d'identifier, de réunir ensemble, de mobiliser les expertises, donc les citoyens d'une part, le politique, les acteurs du bâtiment, le côté tout plan financier, etc. Donc, évidemment, nous, on ne fait pas tout, mais l'idée, c'est vraiment de savoir orienter un projet comme ça, puis vraiment aider les gens à se rassembler. Pour l'accompagnement, on parle vraiment d'un accompagnement stratégique, un suivi du projet, donc déterminer avec les acteurs de la communauté, les experts, la meilleure stratégie pour réhabiliter le bâtiment, identifier le potentiel du projet, sa faisabilité, sa recevabilité, réaliser des études de potentiel, des diagnostics territoriaux, etc. Puis aussi tout un volet de développer des activités de mobilisation citoyenne, de médiation, de formation. Puis là, c'est aussi des choses à discuter parce que nous, notre objectif, c'est vraiment d'être catalyseur. Donc, pas de répliquer ce que vous faites déjà, mais au contraire, de pouvoir collaborer avec vous pour avancer dans le même sens parce que je pense qu'on a des orientations, des visions qui sont similaires. Et ensuite, il y a toute la notion d'outiller. Donc, il y a une notion ici d'autonomisation des citoyens et citoyennes dans la capacité de porter des projets comme ça. Les citoyens ont beaucoup de capacités. Donc, c'est l'idée de les encourager à le faire puis de leur montrer que ça se peut, hein, que c'est possible. Donc, voilà, en gros. Donc, ici... oui. Donc, ici, on a un tableau juste pour un peu représenter l'opérationnalisation de nos services. Donc, vraiment cette idée de rassembler ensemble, puis ensuite d'accompagner tout au long d'un projet pour ensuite prendre des indices de mesure puis des façons de fonctionner qui pourraient nous aider à travailler mieux ensemble pour permettre des requalifications intéressantes. Donc, voilà. Donc, nous, on a commencé il y a environ 1 an. J'ai déjà beaucoup parlé. Je vais laisser la parole à mes collègues qui sont sur le terrain et qui rencontrent vraiment des projets super intéressants depuis 1 an. Donc, c'est un petit topo de ce qu'on a vu et fait. Donc, Amélie, je te passe le micro. Oui, merci beaucoup, Taïka. Bonjour à tous et toutes. C'est un réel plaisir de faire votre rencontre virtuelle aujourd'hui. On va vous présenter un peu les projets qui sont dans notre marmite par les temps qui courent. Vous allez voir, la plupart, en fait, tous sont à Montréal. On a commencé avec des projets qui étaient proches de notre sphère, proches de nous directement, mais le but, en fait, de vous rencontrer aujourd'hui, c'est justement de rejoindre plus loin et de pouvoir aider des gens, des projets qui ne sont pas justement à Montréal, mais qui sont dans tout le territoire couvert par la communauté métropolitaine de Montréal. Donc, c'est normal que ceux-ci soient qu'à Montréal, mais ça ne veut pas dire qu'on ne fait que ça. Au contraire, d'où la pertinence de vous voir aujourd'hui.
Donc, vous allez aussi voir à quel point c'est des projets diversifiés. C'est des projets qui peuvent vous inspirer, mais aussi vous témoigner de la diversité des actions qu'on peut prendre et des projets qu'on peut accompagner. Donc, le premier projet, c'est le Centre de création Vertigo. On accompagne cette troupe de danse et de centres de création qui sont actuellement logés au sous-sol de la Place des Arts et qui doivent se relocaliser et qui souhaitaient profiter un peu de cette occasion-là pour s'installer dans un bâtiment patrimonial et ils visent l'acquisition d'un bâtiment et donc nous, on les accompagne dans la recherche d'un bâtiment vacant qui serait disposé un peu à accueillir leurs activités. Et pour ce projet, on se croise les doigts, mais on est prêt d'annoncer une excellente nouvelle, on croit, mais on ne va rien dire pour le moment de crainte de jinxer le projet. Pour l'église Saint-Clément, c'est l'église qui est située à Montréal, dans Hochelaga-Maisonneuve, sur la rue Adam, au coin de Viau. On accompagne ici un organisme qui s'appelle Hochelab, qui vise à acquérir et requalifier l'Église et le presbytère pour en faire un projet de pôle socio-communautaire, alimentaire, de loisirs sportifs ancré dans sa communauté et dans le quartier. Donc, on fait un accompagnement autant pour les aider dans les démarches administratives que les développer le projet en lien avec la communauté pour s'assurer qu'il s'inscrit en lien avec les besoins de la communauté, mais aussi respecter le patrimoine du bâtiment, évidemment, c'est notre expertise aussi. Puis le volet financier, évidemment, également. Ensuite, la maison Holmes McFarland, qui est la maison située à Outremont, dans le coin du parc Joyce. Qui est ici, on est la maison et les propriétés de l'arrondissement qui l'a reçue en legs de la part de la famille Holmes McFarland. Et la maison, elle est vacante depuis une quinzaine d'années. Et le but est de redonner l'accès aux citoyens. Donc, on accompagne un comité citoyen qui est un peu en charge de repenser l'accès aux citoyens, qu'est-ce qu'on en fait, comment les citoyens vont pouvoir se l'approprier. Donc, nous, on accompagne justement ce comité-là pour autant dans le respect du patrimoine du lieu, s'assurer que les usages vont correspondre au bâtiment, mais aussi que les usages vont être en ligne avec la communauté des environs. Ensuite, comme vous voyez ici, le dernier projet en accompagnement actif et non le moindre, c'est l'ancienne école à Lyon et son annexe à la salle. En fait, ce projet-là, c'est le tout premier projet qu'on accompagne en fait depuis les débuts du SAM, du projet pilote. C'est en fait un comité citoyen, le comité Allions-nous, qui émerge d'un autre comité, qui est le comité catalyseur du Bronx, qui s'est réuni en fait dans la volonté de requalifier l'ancienne école à Lyon, qui est vacante depuis 2007, et de faire de ces deux pavillons-là, donc l'annexe où résidaient les sœurs et le bâtiment principal où il y avait les classes, pour la transformer en fait le tout en maison de la citoyenneté éco-responsable et solidaire, c'est-à-dire en fait un projet qui va rassembler des organismes communautaires, qui va proposer aussi un marché zéro déchet, un marché fermier, des jardins communautaires, une agora pour des rencontres publiques et citoyennes, des ateliers de formation, des ateliers justement sur les métiers d'art, sur l'artisanat, pour justement développer les savoir-faire et les savoir-être des résidents du quartier du Village des Rapides. Donc, ce projet-là, porté depuis 2021, on les accompagne pour tenter de faire en sorte que ça lève. Mais on est confronté, évidemment, avec ce projet-là, on a un peu toutes les strates, toutes les possibilités. On est confronté à beaucoup de complexité, entre autres, parce que, bon, justement, comme je le disais, le bâtiment est vacant depuis 15 ans. Donc, qui dit bâtiment vacant, dit bâtiment très menacé et très abîmé. Donc, on tente de trouver des stratégies pour, justement, appliquer tout notre projet pilote pour tenter de sauvegarder ces bâtiments de valeur patrimoniale. Aussi, on a d'autres projets, mais qu'on accompagne de manière plus ponctuelle, c'est-à-dire en fonction de leurs besoins. Le premier, c'est la maison William Notman sur la rue Sherbrooke, au coin de Saint-Laurent, dans le plateau Mont-Royal. Ils nous ont contactés, en fait, pour qu'on les accompagne dans le phasage et la recherche de financement pour leurs travaux de rénovation de la maison. Des travaux qui n'avaient pas été effectués encore, mais qui deviennent maintenant importants à faire. Non seulement de la maison, mais aussi de l'ancien hospice Sainte-Margaret derrière, notamment, entre autres, la maçonnerie, mais aussi
La restauration des balcons, voilà, des balcons extérieurs. Donc, on les a accompagnés sur ces questions-là. Présentement, le projet a cours, la recherche de financement a toujours lieu, mais quand ils ont besoin, ils nous appellent et on les accompagne sur ces questions-là. Le deuxième, la tour d'eau de la Congoléum et le secteur Cabot, c'est en fait un projet de requalification d'une ancienne tour d'eau de l'usine Congoléum qui est dans l'arrondissement du Sud-Ouest. On avait été approché par des groupes d'entrepreneurs qui souhaitaient justement redonner un peu ces lettres de noblesse à ce phare, cet objet architectural qui est vraiment un repère dans le quartier parce qu'on le voit partout autour. Donc, nous, on les a vraiment accompagnés pour tenter de leur donner des informations en lien avec la valeur patrimoniale de l'objet, les différentes sources de financement possibles à la fois auprès des ministères, de PME Montréal, du ministère de l'Économie, tous les différents programmes possibles et imaginables pour qu'ils puissent faire un montage financier conséquent pour restaurer l'objet. Parce que c'est peut-être pas un bâtiment, mais quand même, ça a un impact dans le paysage du secteur. Oui, et le dernier projet que nous accompagnons de façon ponctuelle en fonction de leurs besoins, c'est l'église Saint-Édouard, également à Montréal, dans l'arrondissement Rosemont-Petite-Patrie, près du métro Beaubien. L'église Saint-Édouard a développé dans les dernières années un pôle socio-culturel, communautaire, vraiment important dans le presbytère et dans le sous-sol et de plus en plus dans le bâtiment principal. Et pour continuer à développer ce pôle-là, ils sont vraiment très avancés dans leur projet, donc on ne les accompagne pas dans le développement de leur projet. Donc, c'est pour ça qu'on est là un peu plus ponctuellement. Mais leur bâtiment, l'église elle-même a besoin urgent de travaux et donc ils ont développé une campagne de financement pour réussir à financer ces travaux-là. Et c'est ici qu'on insère, par exemple, notre accompagnement ponctuel pour les aider dans leur recherche de financement, mais aussi les aider à naviguer dans les demandes, dans l'approche de certaines personnes. Et on reste là pour les prochaines étapes qui se profilent devant eux, là, que ce soit la restauration, les grands travaux, mais aussi la suite du développement de leur projet. Merci Amélie, vraiment, et Mathieu. Donc, ça donne un petit peu un aperçu de ce qu'on a fait dans la dernière année. Puis notre idée de présenter, on a présenté aux Sociétés d'histoire de Montréal, là, on vous présente à vous. Puis l'idée, c'est vraiment de voir comment vous recevez ça. Est-ce que ça vous intéresse? Voulez-vous collaborer avec nous sur ces choses-là parce qu'on pense qu'ensemble, on peut avoir beaucoup plus d'impact? Est-ce que vous avez besoin de nous sur certains projets? Donc, c'est vraiment ça un peu l'idée de lancer la discussion avec vous puis de voir ensemble si, voilà, si ça vous intéresse. La parole est ouverte si vous voulez bien sûr intervenir. Merci à vous trois de cette présentation, puis bravo pour ce geste d'encouragement de l'engagement citoyen. C'est vraiment des valeurs qu'on défend dans les sociétés d'histoire et à la fédération. Excusez-moi. Je suis au premier étage, il n'y a pas de raison que quelqu'un frappe. Je suis un peu perdu. Bien sûr, la présentation va vous être envoyée plus tard avec un petit résumé de la rencontre. Et puis, si vous voulez intervenir pour nous présenter des cas qui sont préoccupants dans votre territoire, n'hésitez pas à prendre la parole, ou si vous avez des questions sur le fonctionnement autant de Memento que du service d'accompagnement et des différentes manières dont Héritage Montréal va pouvoir vous outiller et vous guider et vous mener aux bonnes personnes, aux bonnes démarches. C'est absolument le moment pour poser ce genre de questions. On a une question, est-ce qu'il y aura une version de ces outils en anglais? Est-ce que Héritage Montréal a développé des outils bilingues pour ce genre de service? Mathieu, veux-tu parler de Memento? Oui, en fait, Memento a effectivement une version en anglais. C'est une version bilingue qu'on a repris de HMTL directement parce qu'évidemment, nos publics sont dans les deux langues. On a des francophones et des anglophones. Toujours une question de bonification des outils. On essaie de mettre le plus de liens possible dans les deux langues. Certains sites, malheureusement, prenez par exemple le site du ministère de la Culture. Certains sites sont seulement en français, mais c'est toujours indiqué. Mais oui, généralement, c'est dans les deux langues. Monsieur Côté de Belleuil-Mont-Saint-Hilaire. Oui, bonjour. Taïka connaît un peu
me connaît un peu parce qu'on a eu à se rencontrer. Seulement parler du gros projet présentement qui a cours dans notre milieu, soit l'ancien moulin seigneurial de Rouville-Campbell. Alors, je sais que présentement, les conseillers municipaux sont toujours en discussion entourant l'avenir du bâtiment, qu'est-ce qu'ils entendent faire avec. Alors, on essaie encore des approches, mais pour l'instant, c'est toujours lettre morte. Alors, on attend toujours de ce côté-là quels seront les avenirs possibles. Je sais que j'ai eu des discussions avec le maire, M. Guertin. Ce dernier m'a invité à présenter un dossier. Alors, probablement qu'on aura peut-être besoin d'aide à ce moment-là pour nous aider là, à une présentation qui se tient. Alors, je lance la discussion. Oui, absolument. Ben, c'est vrai que, tu sais, quand la ville est propriétaire, les citoyens sont des fois un peu, comment on travaille? Est-ce qu'on va direct vers eux? Est-ce qu'on formule le projet avant? Donc, il y a peut-être à vous rassembler un peu plus autour de cette question-là. Mais en tout cas, c'est sûr que nous, on est bien attentifs avec ce qui se passe dans ce dossier-là. Puis, mais peut-être que c'est à vous, comme Société d'histoire aussi, de rassembler les gens, puis dans un premier temps, qui veulent contribuer aux prochains usages, disons, ou à la réflexion. Puis après, ben, c'est de se concerter puis d'avoir une vision pour ce projet-là qui se tienne puis que vous pouvez présenter à la municipalité. Je sais que le maire m'a dit qu'ils sont encore en réflexion, mais ils s'attendent bientôt à présenter de quoi à la population sur lequel ils auront justement là à discuter. Alors, on est un peu en attente de ce côté-là. D'accord, c'est noté. Puis ce qu'on voit beaucoup en ce moment avec l'arrivée de l'application de la loi 69, c'est que chaque municipalité, chaque MRC va se dépêcher d'appliquer des manières assez spécifiques à chaque territoire, d'avoir un comité de démolition et d'avoir des règlements pour encadrer ces démolitions ou ces occupations. Fait que ce genre de service que propose Héritage Montréal et que propose également le comité du patrimoine de la Fédération d'Histoire Québec pour des cas qui sont peut-être un peu plus loin justement, ou à Québec ou dans d'autres régions, c'est très précieux parce que c'est quand un bâtiment est menacé et qu'une municipalité veut la faire tomber, ce sont toujours les mêmes arguments, toujours les mêmes méthodes. Fait que face aux mêmes méthodes, on a les mêmes défenses qui marchent bon an, mal an, mais qui permettent de préserver et de requalifier des édifices. Monsieur Côté? Oui, j'ai une autre intervention. Je pense que, en tout cas, la Fédération en a entendu parler. Le fameux projet de citation des 50 maisons à Belleuil. Alors, je sais qu'il y a eu deux rencontres. Une première rencontre où le conseil municipal a frappé un mur, où il y a eu une vague d'opposition auprès des propriétaires. La plupart des propriétaires sont des gens quand même consciencieux. Oui, ils ont quand même à préserver leur maison, car la plupart, ce qu'ils nous disent, c'est leur bas de laine. Alors, ils ne veulent certainement pas voir leur bâtiment dépérir. Là où le danger se situe, c'est au niveau des entrepreneurs qui ont un œil sur certains terrains, parce qu'il faut dire qu'il y a certains bâtiments où les grands terrains sont de grand intérêt. Et je sais que présentement, la Ville s'est beaucoup basée sur l'inventaire de Bergeron-Gagnon. Et nous, on se trouve un peu critique là, parce que l'inventaire a été fait quand même assez rapidement. C'est l'inventaire auquel la MRC, la Vallée du Richelieu, s'est servi, où il est question de certains bâtiments où on ne croit pas que certains bâtiments auraient une cote très élevée pour qu'ils soient cités, tandis qu'il y en a d'autres qui ne font pas partie de l'inventaire et qui mériteraient d'être, en tout cas, du moins mentionnés. Alors, on a ce problème là, présentement, ici à Belleuil. Donc, on a vous vu, voulez... C'est une question d'accompagnement dans un processus de citation, c'est ça? Mais ce qui arrive, c'est que la Ville
ne s'est jamais, nous a jamais demandé notre opinion. Ils se sont vraiment basés sur l'inventaire de Bergeron-Gagnon. Alors que nous, on trouve que l'inventaire est comme, pour être critiqué, là, du moins. Et on va passer, en tout cas, défiler, c'est un beau de ville. Ce qu'on voit, la mairesse tient absolument à son projet de citation. Puis moi, je trouve qu'arriver avec un règlement pour citer 50 maisons d'un coup, c'est beaucoup à la fois. Puis même si on pense que l'idée est bonne au départ, c'est les moyens qui peuvent être critiqués. Alors là, pour l'instant, on n'a pas encore intervenu de façon officielle, mais il y aurait lieu du côté de la ville de reprendre le processus à zéro parce qu'ils sont arrivés avec la rencontre des citoyens. Ils étaient rendus à la phase 6, je crois, 10 là, au niveau de la situation, alors que les gens ont été pris un peu court avec ce projet-là. Alors, il n'y a pas eu d'accompagnement dès le début. Puis ce qui arrive, c'est qu'il y a eu une montée aux barricades de la part des propriétaires dont la maison était basée sur le projet de citation. Alors, il y a du gros travail de ce côté-là. Ça, c'est une intervention que je fais. Là. Disons que les villes, des fois, ont des bonnes idées, mais ils se prennent mal. Mais c'est sûr que ça prend une bonne collaboration, là. Ça, c'est évident. C'est sûr que ça, c'est plus peut-être des questions politiques, mais bon, ça dépend un peu des projets. Tout se construit un peu à la pièce selon les projets aussi. Donc, il faut voir, là, vous nous avez donné des cas super concrets. Je ne sais pas, Mathieu, si tu as quelques commentaires à brûle-pourpoint. Le cas de Belleuil est un cas complexe dans le sens où, effectivement, on peut critiquer, on peut commenter la façon dont ça a été fait. En même temps, la volonté de la municipalité, c'était de justement, par la citation, tenter de protéger des bâtiments qu'elle considérait d'importance et avec une grande valeur patrimoniale. Donc ça, l'essence, enfin là, je parle évidemment pour moi, là, l'essence, je pense, du geste, on peut le comprendre. La méthode peut être questionnable, effectivement, parce que je crois, puis les gens ici seront certainement d'accord, inclure les citoyens dans le processus fait quand même partie d'une des bases pour tenter de leur faire comprendre aussi c'est quoi qui gagne par le biais de cette citation-là. J'ai l'impression aussi peut-être que les maisons étaient déjà protégées par un règlement de plan d'implantation et d'intégration architecturale qui encadrait un peu qu'est-ce qui était possible ou pas de faire sur ces maisons-là. Mais toujours est-il, parce qu'on a évidemment entendu parler du cas de Belleuil, le cas qui ressort, la préoccupation qui sortait souvent, c'était beaucoup la question des assurances, là, entre autres, pour laquelle on n'a pas vraiment de réponse encore, mais beaucoup d'études aux États-Unis, surtout, disent que en fait, les maisons qui sont dans des historical districts, en fait, des districts patrimoniaux, gagnent plus en termes de valeur, la propriété, généralement, gagne plus de valeur dans le temps et est moins soumise aux fluctuations. Si jamais, il parlait par exemple de l'exemple de 2008-2009, la fameuse crise de l'habitation aux États-Unis. Les maisons qui étaient situées dans des districts historiques avaient eu moins de contre-coups, avaient eu une chute moins basse, un impact moins fort qu'ailleurs à l'extérieur. Donc, il faut mettre tous les éléments en place. Est-ce que nous, on peut intervenir? Est-ce qu'on peut accompagner? Je ne sais pas, c'est une grosse question qu'il faut poser. Le processus doit suivre son cours. Évidemment, Belleuil, s'ils ont besoin, peuvent nous contacter. On n'est jamais bien loin, Héritage Montréal. Vous pourrez leur passer le message, si jamais. Mais je pense qu'effectivement, il y a tout un travail de pédagogie à faire, puis d'explication, puis de co-travail, en fait, derrière ça, pour faire comprendre c'est quoi l'objectif à la base. Ça, je pense que là-dessus, on a peut-être un petit peu échappé le ballon. Il y a un autre facteur qui a été mentionné de la part des propriétaires, c'est la valeur, mais la revente. Certains pensent que suite à la citation, ils auraient beaucoup de difficultés à vendre leur maison. Puis ils craignent même une dévaluation à cause de la citation. En fait, les études vont pas nécessairement, les stats vont pas nécessairement dans cette direction-là, de ce que j'ai compris. C'est plus au niveau des assurances que ça pose effectivement un problème, mais là, c'est une question de date.
Donc, il y a des choses déjà qui sont en train de se travailler à ce niveau-là. Mais, oui. Moi, je pense que je comprends qu'une maison qui n'est pas citée, peut-être aurait plus de gens intéressés à l'acheter, alors que c'est les cités. Moi, je pense que la maison va se vendre, mais ils ont dit non, parce que celui qui va l'acheter, c'est parce que c'est un amoureux du patrimoine. Je ne crois pas que la maison ne se vendra pas, mais probablement qu'il y aura moins de personnes intéressées à l'acquérir à cause de la citation. Je ne pense pas que ce soit vraiment un argument, mais c'est quand même quelque chose qui était mentionné lors de la rencontre avec les citoyens. Bien, c'est sûr que tout dépendant des projets, il faut réfléchir à la stratégie. Est-ce que c'est une bonne stratégie, par exemple, de demander la citation d'un bâtiment qu'on veut requalifier? Peut-être pas. Là, il y a toute une réflexion à avoir selon les projets. Vous comprenez ce que je veux dire? En tout cas, est-ce que ça répond à votre question? Oui, c'est sûr mais... que c'est des choses à travailler vraiment par projet, je pense. Oui. Mais c'est ça, vos préoccupations sont partagées, je pense, avec les autres. Parfait. Merci. Puis effectivement, c'est un travail global, non seulement d'expertise, mais aussi de reconnaissance de la voix citoyenne auprès des politiques, puis qu'ils sachent qu'au bon moment, les personnes à aller chercher sont celles qui connaissent le territoire, puis que c'est vous. Fait que c'est un travail constant d'être reconnu et d'être entendu. On a une question dans le chat. Est-ce qu'il peut y avoir des interventions pour les bâtiments qui appartiennent à des développeurs immobiliers? Donc, non pas de l'expropriation, mais en droit français, on parlerait de préemption pour les pouvoirs publics qui existe au Québec, mais qui n'est pas appliqué. Est-ce que Héritage Montréal peut défendre les édifices bâtis, même quand ils sont dans les mains privées? Oui, ça dépend vraiment. Avec un exemple des Wings Noodle Building. Ben, c'est sûr que nous, en tout cas, on est en train d'essayer de travailler à la collection dans un premier temps, parce que là, c'est chercher des espaces et tout ça. Mais effectivement, ça dépend tout le temps de la circonstance, parce que c'est sûr que c'est plus facile quand on a la part et l'aval de tous les acteurs du projet. Là, on est dans une situation de conflit quand même urbain, je pense, qui est un peu plus grand que nature. Mais oui, il y a des choses qui se réfléchissent. Il suffit, en fait, pour nous que la demande vienne d'un regroupement citoyen qui a une idée. Nous, c'est ça. L'idée, c'est vraiment de prendre les bonnes idées qui autrement tomberaient dans in the gap et, tu sais, comme les emmener là où ils peuvent être. C'est peut-être un peu prétentieux, mais c'est pas le cas. Puis c'est entre autres pour ça qu'on travaille avec beaucoup d'experts du domaine. C'est vraiment l'objectif de travailler avec ceux qui sont là en fonction puis qui ont une force incroyable sur le terrain, de réunir les bonnes personnes autour de ces idées-là. Est-ce que c'est un cas qui vous est connu? Le Wings. La Wings, oui, ouais. Quand même. Okay. Quand même. Okay. Parfait. Est-ce que ça répond à votre question, Monsieur Tom? OK. On a une autre question dans le chat. Nous avons 2 maisons ayant une valeur patrimoniale. Une de ces maisons a été classée historique. Ces maisons appartiennent à la ville de Montréal, mais sont situées dans le secteur des Grands Parcs. Elles ne sont pas entretenues depuis la réorganisation des arrondissements en 2008. Est-ce qu'Héritage Montréal peut, ou est-ce que Sam peut aider la Société d'histoire de Rivière-des-Prairies à poursuivre ses démarches dans la conservation de ces 2 maisons? Oui, ben, il y a différentes stratégies, là. Ça aussi, ça joue un peu dans les plates-bandes du politique, mais effectivement, dans ces cas-là, généralement, on va rencontrer les citoyens qui sont intéressés à faire des demandes, puis voir comment on peut les aider à faire ces demandes-là, et ensuite faire nos demandes en appuyant différentes choses. Donc, vous voyez, c'est un peu développer la stratégie autour de ce type de demande-là. Oui, on le fait. Mais c'est vraiment, c'est ça. Le SAM, on est plus dans les processus de requalification. Héritage Montréal appuie la sauvegarde, la citation, l'évaluation du patrimoine bâti, disons. Mais là, le service du SAM et le service de Memento, on est plus dans une idée de vraiment renforcer
les individus, les groupes, citoyens, tout ça dans des projets qui sont porteurs. OK. Puis dans le cas des projets de requalification, comme des théâtres ou des écoles de cirque qui veulent réinvestir un lieu patrimonial, est-ce que c'est aussi possible que ce genre de partenaire vous approche, vous, en vous disant on a des besoins, on a besoin d'espaces qui sont inédits. Avez-vous des lieux vacants qui sont menacés, que vous en signalez des citoyens? Est-ce que ça peut aussi marcher dans l'autre sens? D'avoir plutôt Oui, Amélie, est-ce que tu veux répondre à Oui, cette question? c'est exactement le cas du groupe de centre de création au Vertigo, en fait, qui est une troupe de danse qui avait des besoins, eux, d'espace en termes, ils voulaient une 50aine de pieds par 50, pas de colonnes. Donc, ça nous oblige à dire, ah, ben là, on pense à grands espaces, par exemple, on pense à un ancien bâtiment industriel. Ouais, mais du 50 par 50 pieds, pas de colonne, parce qu'eux, c'est une question de sécurité. En fait, ils ne peuvent pas danser s'il y a une colonne. Donc, ça nous oblige à dire, ah ben non, en fait, tout ce qu'on pense a priori pour des bâtiments industriels, ça ne fonctionne pas. Des sous-sols d'église, ça ne fonctionne pas, il y a toujours des colonnes. Plein de bâtiments comme ça, donc ça nous force à réfléchir il y a certaines années, qu'il y a plus de dégagement à partir d'une certaine année avec les méthodes de construction, des choses comme ça. Mais c'est vraiment, eux, ils étaient à la recherche d'un bâtiment. Des fois, on a des bâtiments, puis on a des citoyens qui font juste alerter, mais qui n'ont pas de projet. Puis là, on a des projets. Fait que c'est même l'idée un peu à la base du service de joindre ces deux demandes-là pour essayer qu'il se passe quelque chose. Peut-être pas des milliers de cas, mais qu'au moins, une fois de temps en temps, ça fonctionne, puis qu'on réussisse à associer un projet avec un bâtiment, puis que ça fonctionne, puis que la vie reprenne dans ce bâtiment-là. Et est-ce que vous êtes aussi en mesure de rapprocher ces deux parties, et donc un bâtiment patrimonial défendu par les citoyens, des besoins et des prestataires? Je pense à une maison d'artistes qui pourrait être menacée et qui pourrait potentiellement devenir une institution muséale. Mais dans ce cas-là, il faut avoir des entrées dans les firmes muséologiques, les firmes d'architectes. Est-ce que ce sont des contacts que vous pouvez faciliter? Oui, Taïka, je ne sais pas si tu voulais ajouter des choses, mais ça fait partie de l'écosystème dans lequel on navigue. Puis des fois, on a des gens qui ont des projets, puis de dire, ben, peut-être que si vous étiez partenaire avec d'autres organismes, ça vous permettrait d'accéder, par exemple, à d'autres types de subventions. Ça vous permettrait si vous rejoignez, en étant plusieurs organismes, vous avez accès à un plus grand public. Puis il y a beaucoup de subventions qui sont allouées en fonction du nombre d'usagers à rejoindre. Donc, ça permet d'avoir plus de subventions notamment, ou d'avoir un public plus large aussi. Des fois, pour les arrondissements ou les municipalités, si vous déployez un certain axe, eux, ça correspond à leur plan de développement. Donc, ils vont être plus enclins à développer du financement pour ce type de projet-là. Avais-tu d'autres choses à ajouter, Taïka? C'est exactement ça. Toujours écouter Amélie. C'est ça, on a des experts qui ont beaucoup d'expérience derrière eux, et eux et elles, et qui en ont vu passer beaucoup de cas de municipalités récalcitrantes, de propriétaires peu désireux de conserver tout ça, puis au contraire d'aspiration à des requalifications. Fait que l'expérience, elle est là, puis chaque cas est un cercle vertueux qui va alimenter les prochaines problématiques qui vont se poser. Donc, c'est pour ça qu'on était ravis de vous avoir aujourd'hui. Merci à vous tous. Merci beaucoup. Merci de votre assistance. Est-ce qu'il y a encore des questions? Je ne veux pas couper la parole à personne. Oui. Oui, allez-y. Oui, pardon. Je veux juste poser ça directement. Alors, souvent, dans ce que je comprends, c'est un apport technique que vous pouvez apporter aux interventions des citoyennes. Est-ce que c'est bien ça? Et cet apport technique, est-ce que ça va jusqu'effectivement au niveau de l'analyse des règlements et politiques municipaux? Je parle particulièrement du quartier chinois à Montréal. Nous, notre rôle, c'est vraiment de mettre ensemble, en fait,
les bonnes personnes pour les bonnes questions dans ce type de projet-là. Donc, on est vraiment dans un accompagnement de conseils stratégiques. C'est un peu bizarre de dire ça, on dirait, parce qu'on est un organisme vraiment à but non lucratif, mais l'idée, c'est vraiment ça. On sait que ces projets-là, ils vont un peu dans tous les sens. On ne sait pas trop par où prendre la bête, arrimer les financements, c'est compliqué. Donc, nous, on essaie vraiment d'aider les citoyens à se démêler dans ce dédale-là et de les orienter vers les bonnes personnes au bon moment aussi. Donc, mais c'est vraiment quelque chose qu'on fait ensemble avec les sociétés d'histoire, les gens de la communauté, les tables de quartier, par exemple, avec les groupes citoyens qui se forment de façon plus spontanée, mais qui ont une idée puis un enthousiasme pour leur quartier. Donc, c'est vraiment là où on essaie de renforcer la capacité. Parce qu'un des projets qu'on regarde, comme j'ai mentionné, c'est la conversion de le bâtiment Wings Noodles, possiblement, vers quelque chose comme Écomusée du Fermont, qui, en tout cas, mon opinion personnelle, c'est très intéressant, mais il reste à voir parce qu'il y a un consensus communautaire qu'il faut faire. Mais est-ce qu'effectivement, Sam a c'est ça, cette expérience ou partenariat ou affinité avec l'écomusée que je connais pas. Oui, quand même, avec l'écomusée, on peut mettre en contact avec les bonnes personnes ici à Montréal. Puis il y a aussi toute la notion de l'acquisition d'un bâtiment comme ça. Donc, on peut soit vous aider, puis quand on ne peut pas vous aider, on sait vers où vous aligner, en fait. C'est vraiment ça l'idée. Donc, de capitaliser sur ce qui existe déjà, autant en termes de bâti qu'en termes de services, pour vraiment amener le patrimoine dans des milieux vivants, puis qui soient vraiment bien traités. Donc, oui, mais tout ça se traite vraiment à la pièce. OK. Donc, pour résumer, on va consulter Memento, on regarde la boîte à outils et les cas précédents parce qu'il n'y a aucun cas qui est inédit, mais il y a beaucoup à apprendre. Et pour un projet précis, on vous contacte. Contactez-nous. On l'a mis à la fin de la présentation qu'on va, Jean va te la transmettre, tu pourras l'envoyer à tous les participants, mais c'est le SAM, S-A-M, à commercial, héritagemontréal.org. Puis nous, après, on va s'échanger les courriels, puis on va pouvoir vous recontacter en fonction des informations que vous aurez mis dans votre courriel. Parfait. Merci à tout le monde. Bonne soirée. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonne soirée.